Merci. Reconnaître les compétences de demain, c'est comment les identifier, comment les reconnaître, comment les évaluer. Et on va en parler avec trois interlocuteurs qui vont nous rejoindre. Mélanie Viennot du groupe Voltaire, Cécile Breton d'EduService et Franck Morel qui nous rejoignent sur scène. Et puis on retrouvera par vidéo interposée Lucas Zailas. C'est le chef du département au CDFOP, Vocational and Educational Training and Qualifications. On écoutera la vidéo, l'interview qu'on a pu faire il y a quelques jours. On accueille nos intervenants. Petit tour de table. On commence par vous, Mélanie. On vous a aperçu tout à l'heure pour ceux qui étaient là ce matin ou qui étaient connectés, présidente du groupe Voltaire, 80 000 certifications par an. Vous êtes situé à Lyon, site unique. C'est une chance et 150 collaborateurs travaillent pour le groupe Voltaire. Juste à vos côtés, Cécile Breton, bonjour. Bonjour, pardon. Alors, vous êtes directrice pédagogique adjointe d'EduService. EduService, c'est un groupe d'écoles. Groupe d'écoles qui, quelques chiffres clés, compte 3500 collaborateurs, qui est propriétaire de 44 certifications au RNCP et de 2 au répertoire spécifique. Et vous comptez environ 43 000 étudiants. Et à vos côtés, troisième intervenant, Franck Morel, bonjour. Bonjour. Alors Franck, plusieurs casquettes, vous êtes avocat associé chez Flichy Granger, vous êtes fin connaisseur des questions d'anticipation, d'emploi, de formation, vous avez évolué dans plusieurs cabinets ministériels, notamment ceux de Xavier Bertrand et d'Édouard Philippe, et vous êtes aussi expert à l'Institut Montaigne. Et justement, on va démarrer avec vous, Franck Morel, sur cette question de reconnaître les compétences de demain, parce qu'avant de les reconnaître, il faut les identifier. Donc, comment anticiper l'évolution des compétences quantitativement, qualitativement, et de fait, il y a énormément de niveaux. Il y a des niveaux géographiques déjà, la GPEC de la nation, régionale, départementale, il y a des niveaux interpro, d'OPCO, de branches, d'entreprises, donc tout ça est, avec l'écosystème français de la formation, infiniment complexe, donc comment dès lors qu'on se dit qu'il y a des compétences de demain à saisir, à appréhender, à mieux formaliser, quel peut être le meilleur moyen d'identifier ces compétences-là? Alors je crois, Nicolas, que vous aviez participé en février ou mars 22 à la mise au point d'un exercice de GPEC de la Nation, de top départ, on va dire, d'un exercice de GPEC de la Nation qui avait été initié par la ministre du Travail de l'époque, qui était Elisabeth Borne, et qui avait eu une initiative extrêmement intéressante de ce point de vue-là, consistant à poser les jalons d'une formalisation de cet exercice. Parce que, à travers la manière dont vous avez décrit le paysage, on en mesure effectivement toute l'hétérogénéité et la complexité, et on mesure toute la difficulté de la manière de formaliser ceci. Alors, ça me paraît cependant essentiel. Moi, j'avais préconisé ça dans un rapport précisément que j'avais fait pour Montaigne en février 22 sur les reconversions. Ça me paraît essentiel, effectivement, parce que c'est stratégique. C'est stratégique. Si on fait le parallèle avec ce que l'on demande aux entreprises, et Dieu sait si on le demande de manière assez insistante aux entreprises, puisque vous avez des obligations de négocier sur le sujet qui existent en matière de GPEC. Vous êtes obligé, à des échéances diverses, de réunir les partenaires sociaux et d'engager des négociations sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et on comprend la pertinence, effectivement, de cette exigence, parce que c'est par l'anticipation de ses ressources, de ses besoins et de tout ce qui va être de nature à affecter ces ressources en bien, en mal, ces ressources et ses besoins, et donc toutes les adaptations nécessaires que l'on peut au mieux se préparer justement pour être armé, pour faire face à ces mutations. Et pour le faire de la manière la plus profitable à tous. Parce que c'est pas effectivement quand on est au pied du mur, devant les difficultés, où là on doit faire les pompiers, effectivement, qu'on se rend compte que il était vraiment pertinent de traiter à froid, effectivement, ces questions. Et bien ces questions qui se posent au niveau d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, elles se posent aussi au niveau de la nation tout entière. Alors, il y a eu un certain nombre de choses extrêmement intéressantes qui ont été initiées par France Stratégie, et c'est vraiment sans doute dans ce cadre-là
que la question se pose, parce que comme son nom l'indique, France Stratégie est l'instance qui semble la plus adaptée pour orienter les choix, les orientations stratégiques de moyen terme, de long terme au plan national de cet exercice de GPEC de la nation. C'est un exercice qui doit tout prendre en compte, parce que si je fais le parallèle avec la GPEC dans une entreprise, vous allez avoir l'appareil de formation initiale, vous allez avoir l'appareil de formation continue, et puis vous allez avoir l'évolution de la pyramide des âges dans les entreprises, dans le monde du travail, indépendamment des entreprises, à travers les actifs indépendants, et puis à travers les demandeurs d'emploi. Et si vous croisez l'ensemble des données, vous allez aussi avoir une vision dynamique de tout ça, avec tout ce qui va pouvoir impacter ces éléments. Alors, ce qui est absolument indispensable, c'est effectivement de formaliser la prise de connaissance de cet exercice de la manière la plus fine possible, avec l'entrée FI, avec l'entrée FC. Et ça, c'est sans doute France Stratégie, effectivement, qui peut être le mieux placé pour donner le là en la matière. Mais France Stratégie, c'est tout en haut. France Stratégie, c'est national. Et si on n'a pas une déclinaison locale, territoriale, sectorielle, et sectorielle, il y a un sujet sur les observatoires de branches. Dans les branches, vous avez les partenaires sociaux animent des observatoires de l'emploi et des compétences. Alors, il y en a qui marchent mieux que d'autres, hein, évidemment, avec des succès, on va dire, divers, bien évidemment. Mais il faut croiser tout ça. Il faut croiser tout ça. Et je crois que ce qui est surtout important, c'est d'y mettre de la cohérence. On est au début du truc, hein. On est au début du truc, j'en suis persuadé, mais c'est absolument indispensable. Parce que il y a deux, si vous me permettez, je finis. Il y a deux éléments. C'est il faut le faire à tous les niveaux, France Stratégie, niveau territorial, niveau local, et surtout, il ne faut pas le faire dans un exercice qui reste en chambre, on va dire, et qui reste une affaire de spécialistes, de happy few et de connaisseurs. Il faut que ça soit quelque chose qui soit le plus partagé possible, le plus, allez, puisqu'on parlait du petit Robert tout à l'heure, je vais me permettre une expression anglaise, le plus open data possible. Voilà, il faut que ça soit le plus ouvert, hein, pour que ça puisse être profitable. Deux petites questions, réponse courte, Franck Morel. On n'a pas évoqué les outils. C'est bien de ne pas commencer par les dispositifs, on le fait trop souvent. Mais notamment s'agissant des OPCO et des branches, voire de l'interopco, on a les EDEC. Oui, j'allais en parler. Les EDEC qui sont un levier important. Néanmoins, quand on regarde sur la longue période, les moyens dédiés aux EDEC ont quand même considérablement diminué, alors que il y a une partie plan d'action qui parfois permet de mettre en place des observatoires dédiés, des actions particulières, etc. Première question. Et la deuxième question, c'est on a la liste des métiers émergents aujourd'hui qui est éditée, qui donne déjà un peu une indication, mais en même temps cette liste elle est restreinte. Est-ce qu'il ne faut pas aller beaucoup plus loin que la liste des métiers émergents avec peut-être un exercice qui permettrait d'identifier davantage un ensemble de compétences, l'exercice étant un peu limitatif? Alors sur les EDEC, complètement d'accord. Je pense qu'il faut rénover les EDEC. Il faut se livrer à un exercice de bilan. C'est là aussi une proposition que j'avais émise en février 22, un exercice de bilan. Et le CESE, je crois, a également dit des choses là-dessus dans un avis récent sur les reconversions, appelant justement à avoir un regard, je regarde Marie-Laure parce qu'on en avait parlé sur le CESE justement, appelant à avoir un regard renouvelé et une approche renouvelée des EDEC. Il y a un autre aspect sur les EDEC qui peut être intéressant, c'est que je crois qu'un des facteurs importants, cette fois en termes d'action, pour organiser le fait de faire face à cette évolution des compétences dans un contexte où les ressources budgétaires et financières se font précieuses et rares, c'est de mettre l'accent sur l'effet de levier. C'est-à-dire un acteur privé met 1 euro, un acteur public met 1 euro. Et ça, les branches peuvent être des initiateurs intéressants de ce point de vue-là, et les EDEC peuvent être un support qui peut être intéressant pour accompagner ce mouvement. Donc ça, premier point. D'autant plus les branches quand elles ont des contributions conventionnelles. Mais absolument, c'est à ça que je pensais. Alors, en tant qu'aide à la décision, ce que vous avez fait dans plusieurs cabinets ministériels, vous encourageriez le futur gouvernement à ne pas taper dans le FNE formation ni dans les EDEC dans les prochains mois pour préserver les fonds qui sont dédiés. Alors, je serais prudent dans les conseils que je pourrais dispenser parce que vous savez, on est dans un contexte où la ressource budgétaire va être extrêmement contrainte. Et je pense que ce qui est important surtout, et c'est du reste ce que j'avais mis en avant dans différentes contributions, c'est déjà de veiller à une bonne allocation des moyens.
c'est-à-dire le fait de flécher les moyens vers les endroits où on a les besoins les plus criants. Donc si on doit taper, comme vous dites, dans le FNE formation, il faut voir si par ailleurs on n'a pas un autre moyen de répondre aux besoins que le FNE formation. Voilà, moi je suis assez prudent sur ces aspects-là. Non, je voudrais répondre à la deuxième question que vous avez posée sur les outils. Les outils sont nombreux. Ils sont nombreux, mais on a besoin de les rationaliser. Je pense que c'est important. Alors, moi, j'avais proposé de fusionner les POE. Je suis content que ce soit quelque chose qui était en partie fait, puisque désormais, on n'a plus qu'une seule POE. Hein. Il y a eu ce regroupement. Mais je pense qu'on a encore du pain sur la planche en matière de rationalisation des outils, notamment sur les reconversions. Parce que quand on parle de l'évolution des métiers de demain, c'est l'évolution des métiers de demain, c'est les compétences de demain. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a des reconversions massives à accompagner. On peut, à mon avis, c'est ce que je mettais en avant, on peut sans doute se donner un objectif de multiplier par 5, sans doute, pour atteindre à peu près 100 000, on est à peu près à 20-25 000, les démarches de reconversion. Vous avez un actif sur 2 qui a engagé ou envisage une reconversion professionnelle. Et on peut, beaucoup plus que ça n'est le cas aujourd'hui, orienter les outils existants ou formater les outils existants vers précisément les reconversions. C'est un choix stratégique. C'est un choix stratégique, à mon avis, important et qui rejoint d'ailleurs la question de la certification, parce que quand on est dans une démarche de reconversion, précisément, on va changer de job et donc forcément, on va s'orienter vers des formations avec une certification, beaucoup plus que quand on est dans de l'adaptation ou quand on est dans de l'évolution du métier intrinsèque. Donc ça, c'est un enjeu essentiel. Merci pour ces différents éléments. Au niveau d'un groupe d'écoles comme EduService, Cécile Breton, quels sont les différents moyens finalement d'arriver à mieux identifier ces compétences de demain? Alors évidemment, on va avoir une approche beaucoup plus micro, mais en tout cas, il y a 2 indicateurs en tout cas qui nous posent question quand on se pose la question de est-ce que la certification a besoin d'évoluer ou au contraire est-ce qu'elle est obsolète. C'est d'abord un taux d'insertion qui diminue et ensuite une rémunération qui diminue. Ça, c'est vraiment 2 indicateurs clés qui nous font poser la question, qu'est-ce qui fait que ces 2 indicateurs sont à la baisse? Et pour répondre à cette question et faire évoluer la certification, on va croiser plusieurs sources. Alors une qui a déjà été évoquée par ma collègue Mélanie Viennot, juste. Voilà, c'est ça, tout à fait. Non, voilà. Laurence Le Coudeur de Kedge Business School, tout à l'heure. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Tout à fait, merci. C'est les conseils de perfectionnement où effectivement on va réunir les entreprises, des experts métiers, des tuteurs qui vont nous expliquer, réexpliquer quelles sont aujourd'hui les pratiques professionnelles en entreprise et ce dont ils ont besoin, eux, pour employer nos apprenants. Donc ça, c'est la première source. Ensuite, ça a été évoqué également les observatoires des branches et les études qui sont faites sur les métiers, la liste des métiers émergents. Alors la liste des métiers émergents, on la regarde avec attention, mais pas que, parce que les métiers émergents, c'est pas forcément non plus les compétences nouvelles attendues pour le maintien d'un métier existant. Donc il faut bien distinguer les 2 choses. Oui, d'autant que pratiquement toutes les études des OPMQ, de branche ou d'OPCO, montrent bien qu'il y a assez peu de métiers nouveaux. Tout à fait. Mais qu'en revanche, il y a énormément de métiers impactés par les transitions. Exactement, tout à fait. On va également réunir des experts métiers et puis on a la chance au sein de nos cellules de certification d'avoir aussi vraiment des experts sur les métiers sur lesquels on prépare nos apprenants. Donc c'est souvent ces experts-là d'ailleurs qui rédigent les notes d'opportunité ensuite pour le renouvellement des certifications. Ça représente quoi d'ailleurs à EduService, l'équipe d'ingénierie de certification? Alors on a 8 certificateurs et chaque certificateur s'entoure, on va dire en moyenne de 4 à 5 personnes. Donc ça fait à peu près une 40aine de personnes, plus une cellule qui est vraiment transverse, avec actuellement 3 personnes. Tous ces moyens de capter ces nouvelles compétences ou ces besoins de faire évoluer des certifications existantes,
vous ont permis, si vous deviez prendre quelques exemples, de remonter quel type de besoins ou de certification Évolution. vous avez fait évoluer? Alors, il y a plusieurs exemples. Les derniers en date, c'est que aujourd'hui, sur toutes les certifications de niveau 6, donc Bac+3, on a intégré la RSE systématiquement sur l'ensemble de nos certifications parce que c'est une demande des entreprises. Sous la forme d'un module dédié ou de mise en situation? Non, sur la forme de module dédié, Module dédié. avec une évaluation derrière, parce que c'est une vraie demande des entreprises. Ensuite, plus spécifiquement on a une certification qui est chargée de gestion, comptabilité et finance, où là, on nous a demandé un module dédié sur la facturation électronique, parce qu'aujourd'hui, on facture électroniquement. Donc voilà, on va avoir un module dédié. Sur une certification en manager RH, donc de niveau 7, là, on a fait émerger un module qui est la conduite des politiques de diversité et qui, pareil, est directement l'émergence d'un conseil de perfectionnement croisé avec l'observatoire également de branche. Donc voilà, ça c'est typiquement des compétences qui n'existaient pas jusqu'à présent. En fait, oui, soit de coloration métier, de Oui. spécialisation métier ou de briques supplémentaires C'est qui ça. permettent de mieux exercer au regard des transitions. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Après, il y a Mélanie Viennot, toutes les compétences essentielles. Je reprends votre terme de ce matin. Alors c'est vrai que il y a plusieurs choses qui sont en cours. Il y a un groupe de travail à l'AFNOR piloté par Jérémy Lamry sur ces compétences. Il n'aime pas du tout le terme de soft skills, lui non plus. Et puis vous avez aussi en interne un groupe de travail et vous travaillez avec lui d'ailleurs sur ces compétences essentielles. Alors de quelle manière, que donnent les travaux, les réflexions en cours pour faire quoi demain? Alors, peut-être vous dire la manière dont on a travaillé. En fait, comme je l'expliquais, la mission, nous, qu'on s'est donnée, c'est effectivement de travailler sur, aussi parce que la certification Voltaire, le certificat Voltaire, on est au registre spécifique. Le registre spécifique, c'est typiquement ce que vous disiez là, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur imaginer les métiers émergents demain, mais bien les compétences nouvelles, et nous concernons plutôt des compétences qui sont transverses, socles, qu'on appelle des compétences essentielles. Et effectivement, elles n'ont rien de douce. On est quand même vraiment dans ce qu'il y a de... Voilà, on est dans le hard. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, donc ça passe, c'est bon. Et en fait, effectivement, l'objectif pour nous, c'est vraiment de pouvoir être à l'écoute aussi de ces besoins qui émergent. Donc aujourd'hui, les compétences techniques sont peut-être moins un sujet, mais on entend beaucoup, on cherche des gens qui savent bien s'exprimer, qui sont éloquents, des gens qui ont la tête bien faite, surtout les jeunes. Voilà, tout le monde veut un jeune qui a une tête bien faite, sans être tout à fait capable de préciser de quoi il s'agit exactement. On cherche aussi des gens qui ont du charisme. En fait, on en a pas mal comme ça, des expressions où on est sur des compétences qu'on ne sait pas vraiment qualifier, qui n'en sont pas en fait, puisque là on a quand même un peu l'impression que il y a une petite fée qui s'est penchée sur le berceau de certains, tant pis pour les autres. Et nous on est plutôt dans l'idée qu'il n'y a pas de petite fée et qu'il n'y a que des organismes de formation et de certification qui vont pouvoir permettre de faire travailler les gens et de les faire progresser. Et pour ça, effectivement, c'est vrai que ça a été cité tout à l'heure sur les tables rondes. En fait, le métier de certificateur a une vraie technicité pour pouvoir garantir l'égalité de traitement dans l'évaluation qui est faite. Mais au départ, il y a quand même bien un référentiel de certification auquel il faut se raccrocher. Quelles sont les compétences qu'on veut certifier, quelles sont les compétences sur lesquelles on veut faire travailler. Et quand on est sur ces compétences transverses, socles, que nous en tout cas on appelle essentielles, ça demande un travail très pointu. Et effectivement, Jérémy Lamry travaille avec nous sur ces sujets-là, donc avec le CNAM aussi, où nous avons lancé 2 groupes de travail autour d'une thématique qui est compétences 2030. Quelles sont les compétences essentielles dont les gens vont avoir besoin à échéance 2030?
Et Ça, donc, c'est un groupe de travail, le premier groupe de travail, c'est alors ça c'est 2 groupes de travail qui Autour se de sont ce... effectivement qui se sont lancés donc avec l'appui méthodologique du CNAM et donc ça s'est lancé depuis juin de cette année et le 1er avril 2025 ce sera pas un poisson d'avril, mais ce sera le moment de la restitution de ces travaux qu'on fera au CNAM à Paris. Et à date, on a intégré dans la démarche alors différents acteurs de l'ensemble de l'écosystème. Donc on travaille avec ADECO, EY, avec le groupe UP, avec EduService, bien sûr, évidemment, avec des universités comme celle de Montpellier, avec l'ESSEC, voilà. Donc j'en oublie forcément, j'espère qu'il y en a. Donc c'est essayer de définir à la fois quelles sont ces compétences, le contenu des compétences, de voir si on peut les formaliser et les évaluer. L'objectif, c'est vraiment d'aboutir à des référentiels précis de compétences qui permettent aux gens de pouvoir déjà se positionner par rapport à ces compétences-là. Si on vous pose à vous la question, est-ce que vous avez une tête bien faite? Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer ou l'infirmer? Donc vraiment de pouvoir se positionner par rapport à un vrai référentiel de compétences précis et ensuite pouvoir surtout travailler ces compétences-là, les faire certifier et les faire valoir auprès d'employeurs potentiels. Franck Morel. Je voulais rebondir là-dessus parce que je pense que c'est effectivement intéressant, mais je voudrais compléter pour mettre l'accent sur un point qui me paraît essentiel, qui est le fait d'avoir une approche qui est tant une approche offensive que défensive. Je m'explique. On est, et c'est vachement bien, dans une approche offensive, c'est-à-dire les compétences de demain. Mais on voit bien par ailleurs que le processus qui est à l'œuvre, par exemple, si je prends l'exemple de l'intelligence artificielle, on utilise beaucoup cette formule schumpeterienne de destruction créatrice. Destruction créatrice, ça veut dire créatrice, mais ça veut dire destruction. Et ça veut dire, dans une approche défensive, qu'on va avoir aussi des pertes de compétences demain. C'est-à-dire, si je regarde cette fois les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire à la fois quelles sont les compétences dont on aura besoin, mais à la fois quels sont les métiers aujourd'hui qui sont et sur lesquels on pourra se poser des questions de débouchés. Je m'explique. On va avoir avec l'IA la création de beaucoup d'emplois qualifiés et de tâches qualifiées. Et en revanche, on va détruire des tâches non qualifiées. Et donc évidemment, ça serait trop simple, on ne va pas transformer les gens dont l'emploi est détruit, qui sont sur des emplois peu qualifiés, instantanément à occuper les emplois extrêmement qualifiés. Donc on aura à se préoccuper effectivement des débouchés, des compétences de demain, mais on aura aussi à se demander par rapport à ce que faisaient les personnes qui sont sur les emplois aujourd'hui menacés ou qui vont être menacés, comment on va pouvoir faire évoluer ces personnes. Et là, je rejoins ce que disait la personne de France Travail tout à l'heure avec la méthode de recrutement par habileté, qui disait précisément, ben voilà, ces personnes, elles ont un certain nombre de compétences aujourd'hui. Peut-être que demain, sur certains types de métiers, on pourra avoir besoin de compétences de manière différente. Mais donc voilà, c'est intéressant, mais il y a vraiment les deux aspects, je voulais mettre en avant les deux aspects, offensifs et entre guillemets défensifs. Je ne sais pas s'il faut le présenter comme ça, oui. Mais en tout cas par rapport aux emplois détruits, aux compétences perdues pour le coup. Mais finalement, c'est vrai qu'on peut considérer que si les compétences essentielles sont des compétences de demain, non frapper l'obsolescence par rapport à des compétences métiers, ces compétences-là peuvent aussi aider à des rebonds professionnels de personnes qui sont un peu plus éloignées dans le cadre de reconversion. Oui, après, il faut quand même avoir conscience que certifier les compétences de demain, comme on l'a expliqué, certifier, ça veut dire adapter tout l'appareil de formation et de certification à ces compétences-là. Donc en fait, on est bien d'accord que le temps de penser les référentiels, de les faire enregistrer sur, je ne vais pas revenir sur les descriptifs, l'anatomie d'une certification qui était l'objet d'une table ronde tout à l'heure, et puis d'engager les gens dans un parcours qui amène à la certification. On est d'accord qu'en fait certifier les compétences de demain, ça commence dès maintenant. Donc en fait on est bien sur les compétences d'aujourd'hui. Et il y a forcément un peu de prospective à faire sur quelles vont être les compétences de demain. Et à mon avis, il y a des choses sur lesquelles on va nécessairement se tromper, mais parce que quand on anticipe, on émet des hypothèses. Voilà. Oui.
Cécile Breton, il y a donc forcément un choix à faire entre de nouvelles compétences à promouvoir. Ça peut être intéressant que vous nous disiez lesquelles sur ces compétences fondamentales, essentielles, et puis peut-être des compétences à laisser de côté. Oui, alors je voulais rebondir sur ce que Franck venait de dire. Je partage son point de vue. Mais d'un autre côté, on constate aussi que dans le cas de l'IA, par exemple, l'IA fait vraiment émerger la nécessité en fait d'avoir ce socle fondamental qui est l'expression écrite. Aujourd'hui, pour rédiger un prompt efficace, il faut le rédiger sans faute d'orthographe et de façon compréhensible. Sinon, vous perdez l'IA. Donc, et ça, c'est une vraie, ça a l'air une boutade comme ça, mais ça l'est pas parce que quand on forme des jeunes, en particulier aujourd'hui, alors je vais peut-être commencer par les compétences qui deviennent obsolescentes. On parle beaucoup des métiers de développeur web. Il y a quelques années, c'était waouh, l'effet waouh, je suis développeur web. Aujourd'hui, un développeur web, il va être très très rapidement dépassé par l'IA parce qu'une IA, avec un bon prompt, globalement, il vous balance du code. Enfin, ça paraît trivial de dire ça, mais c'est vraiment ça. Et il est capable d'envoyer des lignes et des lignes et des lignes de code en un temps minimum. Aujourd'hui, un développeur web humain n'est pas en capacité d'aller aussi vite dans la codification. Donc voilà, typiquement, des métiers qui vont être très fortement impactés par l'IA. Et pour autant, pour qu'un développeur web se mette à la page, soit réactif et soit toujours efficient dans son métier, il se rend compte qu'il faut qu'il sache écrire et qu'il sache correctement écrire, et en français et en anglais. Alors si on développe davantage certaines compétences fondamentales en français, en langue, dans le numérique, etc., en même temps les programmes ne sont pas extensibles, souvent ils sont très chargés, c'est même très chronophage, parfois les certifications ont des référentiels particulièrement lourds. Ça veut dire quoi en termes d'arbitrage? C'est pas simple, mais au sein du service, la grande majorité de nos écoles ont fait le choix de, justement, c'est ce que Mélanie et Franck disaient, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se poser la question des compétences sur lesquelles il faut capitaliser et sur lesquelles on se dit c'est un socle qui va toute la vie nous servir. Parce qu'après les nouvelles compétences, et ça a très bien été dit toute la journée, c'est qu'on est plutôt aujourd'hui dans le cycle vertueux de se former tout au long de la vie. Par contre, nous, en tant que rôle d'enseignement supérieur, où on a quelque part entre les mains la projection professionnelle d'apprenants, et en particulier quand ils sont en apprentissage, c'est de se dire qu'est-ce qu'ils ont besoin aujourd'hui pour pouvoir évoluer tout au long de leur vie et acquérir de nouvelles compétences. Et donc, un de ces premiers socles, pour nous, il y en a deux. Il y a la compétence linguistique, que ce soit en français ou en langue étrangère, et en particulier l'anglais. Donc oui, nos écoles ont rendu obligatoire les certifications anglaises, que ce soit TOEIC ou LinguaSkill. Ont rendu obligatoire la certification, que ce soit le Robert ou Voltaire, en fonction des écoles. Et également, ensuite, c'est toutes les compétences numériques, où là, pareil, alors c'est en fonction des écoles et en fonction des métiers sur lesquels elles préparent, on l'a rendu obligatoire ou optionnel, mais effectivement, il y a des écoles qui rendent obligatoire le TOSA, et parce que ça fait partie de ce socle incontournable sur lequel on se dit, voilà, avec ces certifications-là, même si dans le numérique ça va très vite et on sait qu'il faudra se mettre à jour, mais au moins c'est un premier pas. Et ensuite, les compétences nouvelles, ils les acquièrent au sein de nos écoles, mais on sait que derrière, il y aura, comme ça a été justement dit par le représentant de l'APEC, on sait qu'ils vont se former tout au long de leur vie, mais ce qui est aussi important, c'est leur donner envie de se former tout au long de leur vie et de leur montrer l'intérêt de se montrer tout au long de leur vie. Alors, nos échanges étaient très sur le contexte franco-français. Qu'est-ce qui se passe en Europe? L'Europe, elle avance avec les micro-certifications notamment, et avec aussi des travaux d'observation très intéressants menés par le centre ad hoc, le CDFOP. Et Lucas Zailas, qui est le chef du département du CDFOP, ne pouvait pas être présent aujourd'hui, mais il a accepté de répondre à quelques questions il y a quelques jours, et je vous propose d'écouter ses réponses autour de 3 questions principales. Quels sont les principaux modèles de reconnaissance des compétences en Europe? Première question. Quelles sont les évolutions récentes? Et dans les scénarios à horizon 2035,
qu'est-ce qu'on peut envisager pour la suite? On l'écoute. Hi, Lucas Zaidas. Hi, Nicholas. Lucas, what are the main skills certifications, skills recognition models in Europe? First of all, thanks for the invitation and apologies for not being able to join physically. It's an interesting question. The discussion about certification and recognition models in Europe is you have to take into account that education and training in general is quite diverse, and we have many well-functioning systems in Europe, bringing behind them traditions that perhaps go back to centuries. This means that the diversity of systems is also reflected at the level of assessment, certifications, validation, and recognition. In general, we can say that assessment and certification processes have to comply with nationally or regionally defined qualification profiles, requirements, standards, or framework curricula. The extent to which examination models, questions, or tasks are centrally designed actually presents the differences we can find all over Europe. We can say we have three main categories of models: centrally defined, partially centralized, and decentralized. In a CEDEFOP study on ensuring the quality of certification in VET, we had the possibility to see all models. For example, the Romanian IVET system is a completely centralized and standardized procedure that is focused on final assessments. Other IVET contexts have a combined approach. That it is the case, for example, of Hungary, where written tests as well as oral exams are organized centrally and at the same time in the whole country. However, practical examinations are designed and defined by the organizer. And finally, we have other VET schemes like in Denmark and the Netherlands, where training providers or regional authorities define examination questions or tasks. Could you give us two recent trends in skills certification systems with, again, some examples? As I mentioned, we have different approaches in different countries. In many cases, qualifications are issued by the same body that has conducted or organized the final assessment. For example, by schools or VET providers on behalf of competent national authorities. This is a case we find in Germany and Austria in the school-based systems, also in the Netherlands, Portugal, and Slovenia. We can also have, as awarding bodies, regional chambers, like again, in the same countries, Germany and Austria, but in the dual system, not school-based. And we can also have cases that combine both. This is the case of Denmark. There is also a trend, as you mentioned before, to have two certificates, like we have in the curriculum-based IVET scheme in Finland. And also we have graduates of apprenticeship training, also in many cases receiving two different certificates. Certificate for participating in training, issued by the educational provider, and actual qualification certificate issued by the competent bodies. So we have differences, and perhaps I mentioned more than two examples, but it is an indication that we're in an area with interesting developments. In July 2023, CEDEFOP published a study on the future of vocational education and training in Europe, and has also updated various scenarios up to 2035. Could national system, especially skills certification system, come closer together or even converge? The aim of this project, one ambitious project we ran in CEDEFOP, was to look back to what had happened at European level for the last 20-25 years, analyze these developments so as to better understand the future trends and what is expected to happen with the horizon of 2035 and beyond. The main idea was to paint a big picture,
to see the forest, not the trees. And CEDEFOP managed to identify a number of key trends in European VET, like the broadening of the conception of VET, the blurring of vocational and general education, and the increasing importance of VET at higher education levels. What was also an important lesson through the study was the fact that we should not take for granted existing trends, because recent events like the COVID pandemic, the war in Ukraine, the energy crisis highlight the importance of taking a long-term view and accommodating hard-to-predict developments. What we can also say is that the relevance and the quality of future VET depends mainly on the ability to respond fast to the changing demands, and especially this applies to the area of certification and recognition. New approaches exploiting modern technologies and the role of micro-credentials and the need to move to the green and digital transition will bring closer systems and innovative approaches. But we cannot expect that there will be just one system. Voilà pour ce témoignage, cette analyse de Lucas Leilas. Qu'est-ce qui veut rebondir sur ces propos et notamment sur les scénarios envisageables? Pas un seul système, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des systèmes assez différents qui peuvent cohabiter en Europe, avec des systèmes où, il a montré plusieurs exemples, on a plusieurs types de reconnaissance de la compétence qui cohabitent. C'est extrêmement intéressant et ça montre à quel point des notions pourtant anciennes et je dirais à la base même de la construction européenne, comme la libre circulation des personnes et des services, peut être impactée par cette diversité. Parce qu'effectivement, alors on a tous en tête le fait qu'il y a quand même un cadre sur un certain nombre de métiers et de professions de reconnaissance justement qui est organisé dans ce cadre-là. On pense tous à des étudiants qui vont se former sur certains métiers de médecine, par exemple, en Espagne ou autre, et donc ce qui veut bien dire qu'il y a une forme de reconnaissance d'une certaine manière. On a les ECTS, mais après finalement, pour la formation continue. Ouais, mais effectivement, pour la formation continue, ça montre à quel point la montagne à gravir est encore élevée. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément tendre vers une unification, une convergence, mais ça veut dire que la question des ponts, la question des correspondances se pose. Elle se pose même, j'ai l'impression, dans l'exposé qui a été fait, dans certains pays, à l'intérieur du pays. C'est vrai que c'est un sujet qu'on a... dans des systèmes très décentralisés qui ont été décrits, qui renvoient à des pays qui eux-mêmes sont très décentralisés. On ne peut pas s'empêcher de se poser des questions. Alors c'est peut-être un réflexe très jacobin français, mais en tout cas on ne peut pas se poser la question de la manière dont ces ponts et cette correspondance peut même être organisée à l'intérieur même de certains pays. Donc, ça, et le chantier d'ailleurs il reste entier au niveau de France Compétences. On a aujourd'hui, semble-t-il, on est à 30% de fiches RNCP qui ont des correspondances, mais le pas à franchir est encore assez loin. Encore une question-réponse courte, Franck Morel. Pour vous, c'est quoi le bon équilibre entre des compétences reconnues par la puissance publique, si on se dit qu'il n'y a pas un système unique de reconnaissance, de régulation des compétences, et puis des compétences plus souples, moins régulées et parfois moins portables? Je pense qu'il y a la place pour les deux. La question qu'il faut se poser, c'est pas de savoir si l'une doit supplanter l'autre, c'est quelle est la finalité de l'une et de l'autre et quelle est la place de l'une et de l'autre par rapport à l'usage des moyens publics et des moyens privés ou par rapport à l'usage, à la manière dont les différents acteurs vont intervenir. On voit bien qu'à grands traits, évidemment, la frontière est beaucoup plus souple que ça, mais on voit bien que quand il est question de transférabilité, de portabilité, d'évolution tout au long de la vie de leur professionnel, on est plus sur quelque chose qui suppose une forme de reconnaissance et qui suppose la mobilisation de moyens. Alors que quand on est sur quelque chose qui est plus cantonné à une évolution dans un même univers, qui reste dans ce même univers, à une forme d'adaptation, on est plus effectivement dans quelque chose qui va reposer sur de l'initiative privée et de la reconnaissance dans un cercle privé. Évidemment, c'est à grands traits, on va toujours trouver des contre-exemples, mais à grands traits, je pense que c'est plutôt par ce prisme-là
qu'on doit appréhender la place de l'un et de l'autre. Mélanie Viennot, alors 2-3 questions en fait, bon, qui sont un peu convergentes, mais est-ce qu'il faut faire évoluer selon vous la grille de lecture, d'instruction de France Compétences au répertoire spécifique, qui est très axée sur les compétences spécifiques de spécialisation, un peu moins justement sur des compétences dites essentielles? Est-ce qu'il faut décorréler finalement le fait d'être enregistré au répertoire spécifique et l'accès au financement, ce qui serait peut-être une solution parce qu'il y a un prisme CPF, on l'a bien vu ce matin très fort. Et je cite un dernier élément, juste après les JO, ça avait été annoncé un peu avant, il a été annoncé que tous les bénévoles, les 40 000 et quelques bénévoles, pourraient avoir un badge qui prendrait place dans le futur passeport des compétences. Et là, pour le coup, il y a un référentiel qui a été défini, mais bon, on ne mesure pas combien d'heures. C'est quand même a priori, le travail a été fait plutôt a priori. Mais est-ce que ça ouvre la porte, ce type d'éléments, à un passeport de compétences qui pourrait être beaucoup plus large que des certificats et qui pourrait accueillir des nouvelles compétences demain, pas forcément certifiantes? Alors, effectivement, déjà, une pratique ne vaut pas validation de compétences et évaluation. Sinon, on ne ferait pas ce métier-là, déjà. Après, il s'agit surtout de pouvoir adapter collectivement notre appareil de formation et de certification à ces fameuses compétences de demain dont on ne sait pas encore tout à fait ce qu'elles seront. Et ça a été très bien dit, c'est-à-dire que toutes les anticipations qu'on va pouvoir faire, il va falloir de toute façon s'ajuster au fur et à mesure. Que quand on parle de formation continue, on peut parler de reconversion, on peut parler de compétences techniques qui émergent du fait d'une nouvelle technologie, ou tout simplement d'une spécialisation qu'on a envie de faire sur son métier, ou encore d'une compétence transverse dont on sait qu'elle nous servira tout au long de notre vie. Et là, il s'agit vraiment de questions de lisibilité pour le bénéficiaire in fine. C'est-à-dire que là, vraiment, on est sur comment est-ce qu'on donne la possibilité à des gens de faire leur propre choix. On parlait d'égalité des chances tout à l'heure. En fait, on est vraiment sur l'égalité des chances. Elle commence d'abord par comment est-ce que moi, j'ai la possibilité, en tant qu'individu, en tant que citoyen, de prendre ce destin en main, de prendre mon destin en main et de pouvoir être maître de finalement mon parcours. Ce qui suppose une carte lisible, avec peut-être une notoriété plus forte, notamment de ces compétences au RS. Exactement, je crois qu'aujourd'hui, alors on est entre nous, hein, le RS, on sait tous de quoi il s'agit. Le répertoire spécifique même, je pense que n'importe quel salarié à qui on pose la question ne sait pas faire la différence entre le RNCP et le RS. C'est des choses qui sont absolument pas connues. Et c'est des dispositifs, si on veut qu'ils puissent être bien utilisés, il faut qu'ils soient bien connus, il faut qu'ils soient lisibles et surtout il faut qu'ils soient agiles. Ce qui me semble primordial, c'est de pouvoir établir un cadre sécurisant pour utiliser ces dispositifs. Alors sécurisant pour les financeurs, sécurisant pour les pouvoirs publics, sécurisant avant tout pour les bénéficiaires, les futurs certifiés, et vraiment une communication qui soit un petit peu plus large sur qu'est-ce que c'est qu'une certification et à quel moment dans ma vie professionnelle je peux faire appel à ce dispositif. Dernier élément, Cécile Breton, pour conclure notre séquence. On a vu comment identifier de nouvelles compétences, quelle formalisation il peut y avoir. On n'a pas trop évoqué la question de l'évaluation. Il y a une piste assez intéressante qui est en train d'être creusée, c'est celle de l'évaluation par les entreprises elles-mêmes, plus fortement à l'évaluation, en les associant peut-être dans le cadre de la formation en situation de travail, en associant davantage peut-être les tuteurs, ce qui permettrait de capter davantage, alors c'est à la fois peut-être des savoir-faire, des savoir-être ou des compétences essentielles selon les configurations, mais de quelle manière vous travaillez sur ces sujets-là? Il y a plusieurs projets qui sont en cours et j'aimerais que vous nous en disiez quelques mots. Oui, alors effectivement, ça c'est un vrai sujet qui nous tient vraiment à cœur. C'est comment mieux engager les tuteurs d'entreprise dans la montée en compétences de leurs apprenants. On a 60% de nos apprenants qui sont en apprentissage.
Donc ça fait quand même un volume assez important et assez important en termes de tuteurs en entreprise. Alors il y a plusieurs pistes. On a parlé de tests de positionnement ce matin. Donc c'est effectivement une piste, enfin un projet sur lequel on est positionné, mais en se disant que ces tests de positionnement, il faut que le tuteur en entreprise les connaisse, en tout cas connaisse les résultats, alors qu'ils seront déposés dans le livret électronique d'apprentissage, mais au moins qu'on puisse mettre en lumière les compétences qui seraient déjà acquises ou en cours d'acquisition de l'apprenant, de façon à ce que le tuteur en entreprise puisse valoriser ses compétences et puisse aussi adapter les missions du jeune en se disant il a acquis cette compétence-là, il a à nous apporté quelque chose sur ces compétences-là et on va effectivement adapter sa mission par rapport à ses compétences. Donc ça c'est une première chose. Donc test de positionnement amont et aval pour mesurer ensuite toute la partie progression pédagogique et progression de la montée en compétences. Le deuxième projet sur lequel on est engagé, alors là c'est plutôt un projet vraiment de recherche et développement parce que on est accompagné par une start-up qui s'appelle Rising Up et qui a été fondée par Nawal Aboub, qui est docteur en neurosciences et avec laquelle on travaille depuis quelques années. Et en fait on s'est dit que aujourd'hui un référentiel métier, certes il y a la compétence technique, certes, il y a des outils, mais c'est pas que ça un métier. Pour qu'un métier soit exercé pleinement, et en plus que ça ait du sens pour l'apprenant, parce qu'on l'a dit, aujourd'hui on a une génération pour laquelle il faut donner du sens. Et donner du sens, c'est facile à dire, mais c'est pas si évident que ça, pédagogiquement à retraduire. Et on s'est dit qu'un métier, c'était aussi des compétences, et j'ai beaucoup aimé le terme de, je ne sais pas s'il est encore là, de Guillaume Prévost ce matin, mais des compétences de déploiement personnel. On a parlé de soft skills, etc. Mais déploiement personnel, moi, ça m'a beaucoup parlé. Parce que c'est vraiment ça. Nous, on a des jeunes, c'est les chrysalides, si vous voulez. On les récupère, ils sont post-bac. Ils ont souvent, c'est des jeunes qui sont pas forcément bien orientés, qui font des choix par défaut. Puis on va pas se le cacher aussi, hein, c'est des échoués de Parcoursup et qui se posent beaucoup de questions et sur lesquelles en fait on n'a jamais travaillé sur ces compétences de déploiement personnel. Et on s'est dit avec Nawal que puisqu'un métier c'était des compétences techniques, mais aussi des aptitudes personnelles à exercer un métier, c'est d'aller chercher ces aptitudes personnelles, les identifier, les enrichir, de façon à trouver la bonne adéquation entre cette aptitude personnelle à exercer un métier et la certification sur laquelle nos jeunes sont positionnés. L'objectif de cette recherche, de ce projet, c'est vraiment d'arriver à l'adéquation la plus fine entre le métier et les aptitudes personnelles recherchées. Donc on est engagé dans ces travaux-là et bien évidemment qu'on on embarque avec nous des tuteurs qui sont motivés par le projet de façon à ce qu'eux-mêmes puissent mesurer cette montée en compétence du déploiement personnel de leurs apprenants, de voir si, suite au parcours qu'on va leur proposer, là on commence par un parcours qui s'appelle efficacité professionnelle, qui intègre des compétences comme la prise de recul, comme l'adaptabilité, comme la capacité à travailler en équipe, etc. Et on va mesurer avec les tuteurs si effectivement il y a un avant et un après. Donc on est vraiment là dans un dispositif R&D. Et le troisième que vous avez évoqué, Nicolas, effectivement, c'est on a initié avec 2 de nos écoles à Toulouse et à Montpellier, qui répondaient à un appel à projet de la région Occitanie sur le fait de tester la formation en situation de travail auprès d'un public d'apprenants. Et donc en fait ça consiste en quoi? C'est-à-dire que dans le planning du parcours de formation, il va y avoir un temps assez conséquent, alors c'est entre 1 et 2 mois, en immersion totale dans l'entreprise et au préalable, avant cette période d'immersion, pendant laquelle le jeune est vraiment 100% en entreprise, avec des périodes d'apprentissage plutôt en ligne ou une adaptation en fait du planning, mais en tout cas c'est le tuteur qui va évaluer des compétences et des pratiques professionnelles qui auront été identifiées au préalable. Donc c'est vraiment c'est plutôt sur mesure parce que
on prend une section et avec les tuteurs, on dit ben voilà, quelles sont les compétences, quelles sont les pratiques professionnelles qui vous semblent indispensables et sur lesquelles vous vous sentez d'évaluer vos jeunes. Donc bien évidemment, il y a toute une grille qui a été conçue. On forme les tuteurs aussi, parce que ça a été dit. Il faut aussi avoir en face des tuteurs qui se sentent en capacité à le faire. Il faut leur fournir les outils, à savoir les grilles d'évaluation, bien comprendre aussi le référentiel et pourquoi on le fait. Et donc c'est un projet sur nos 2 écoles de Toulouse et Montpellier, et avec une restitution là du pilote d'ici la fin de l'année, scolaire, je raisonne, la fin de l'année scolaire, mais juin 2025 à peu près. Ouais, merci beaucoup pour tous ces éléments. On aurait pu évoquer encore plein de choses, notamment comment faciliter la reconnaissance des acquis en mobilité internationale. On n'a pas parlé, mais c'est aussi un sujet important. Merci en tout cas, c'était foisonnant pour vos 3 contributions. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.